Bonjour à tous, bienvenue au château de Creil. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Nicolas Bilot, qui est archéologue au service départemental de l'Oise et qui est venu à Creil aujourd'hui pour vous présenter les avancées de ses études sur le château. Il a mené une étude archéologique du bâti récemment et il va vous en parler tout en détail en vous présentant des espaces qui sont habituellement fermés au public. Bonne découverte! Le château de Creil est un monument historique classé qui date du XIIIe siècle. Il a été souvent remanié et si son histoire et son architecture sont à peu près connues, c'est surtout un bijou archéologique. Alors qu'on soit clair, quand je parle d'archéologie, je ne parle pas uniquement de la fouille du sol. C'est effectivement un lieu dans lequel on a pu, en 2019, réaliser des fouilles, mais c'est également un bijou archéologique du point de vue de l'archéologie du bâti. L'archéologie du bâti, c'est la spécialité qu'ont certains archéologues à étudier les élévations, c'est-à-dire ce qui est encore hors du sol, mais qui est construit, en fait les murs du château. En l'occurrence, l'archéologue, il a un métier un petit peu différent de celui de l'architecte. L'architecte, s'il regarde un château, s'il regarde des murs, il va plutôt regarder les formes, les corniches, les fenêtres, les portes, les décors. L'archéologue, ce qui l'intéresse, lui, c'est vraiment le cœur du mur, c'est-à-dire les pierres qui composent le mur. Ici, en l'occurrence, des calcaires, qu'on appelle souvent dans la région calcaire de Saint-Maximin, mais en réalité, ceux-là ne sont pas forcément de Saint-Maximin. Ces calcaires, ils ont été taillés, ils ont été transportés, ils ont été extraits des carrières d'abord, puis posés ici. Et au milieu de tout ça, il y a donc plein d'intervenants techniques, des ouvriers, qui ont laissé des traces. On a plein d'indices. Alors déjà, on a des indices sur la mise en forme, la mise en œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez qu'il y a des moments où on a des assises bien régulières et des moments où on a des assises brisées. Ensuite, on a des indices tout près, quand on regarde de près le mur. La qualité des mortiers, c'est-à-dire des joints qui tiennent les pierres. La composition des pierres. Les pierres ont des fossiles, et ces fossiles sont représentatifs de la carrière de laquelle ils viennent. Enfin, on a souvent tout un tas de traces, notamment de taille, des traces d'outils. On en trouve un petit peu partout sur les pierres. Parfois, il s'agit de traces toutes simples, qui marquent la pierre, qui la signent, et parfois il s'agit de traces d'outils qu'on voit plus ou moins bien sur certaines pierres et qui démontrent la manière qu'avait l'ouvrier, le carrier ou le tailleur de pierre de travailler la pierre. Tous ces indices-là, ce sont les indices que l'archéologue utilise pour essayer de comprendre le monument et pour ramener sa pierre à l'édifice dans la compréhension globale du site. Travailler ici en tant qu'archéologue a eu le mérite de pouvoir me faire découvrir tout l'envers du décor et notamment cette très belle porte du XIVe siècle qui réunissait initialement deux ailes et dont vous voyez les sculptures, des animaux qui s'affrontent, un homme couché sur son lit de mort, mais aussi des chapiteaux à feuillage. Donc comme je l'ai dit, il y a des trésors. Et parmi ces trésors, on a eu la chance de les découvrir ici en fouillant et en regardant les murs. Alors en fouillant, on a découvert par exemple, je ne peux pas tout vous dire, donc on va prendre un exemple, cet ensemble que vous avez juste autour de moi. En fait, je suis au bon niveau médiéval, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on marchait à ce niveau-là, pas du tout au niveau actuel. Et ce qu'on a découvert, c'est le bas d'une ancienne fenêtre du Moyen-Âge, ce qu'on appelle une fenêtre à coups-siège, c'est-à-dire une fenêtre qui a des bancs intégrés dans les murs, dans l'embrasure de la fenêtre. En fait, au Moyen-Âge, on s'asseyait là et on regardait par la fenêtre. Il se trouve que cette fenêtre, elle va être modifiée par la suite, elle va être bouchée, elle va être ouverte, rebouchée, bref, elle est très modifiée. Mais la chance que l'on a, c'est qu'ici, on connaît le bas, et juste à côté, on connaît le haut. Alors en l'occurrence, ce que l'on peut apercevoir, c'est le départ d'une arcade. On devine ici quelques pierres, à peine 3 rangées de pierres, qui témoignent le départ d'une ancienne arcade médiévale. Quand on se met sur le côté, on devine que ces 3 arcades de pierre se prolongent et forment une espèce d'arcade plongeante, comme une trompe un petit peu, qui en fait était le dessus de la fenêtre médiévale. Ça veut dire qu'avec les éléments de la partie basse de la fenêtre d'à côté et avec les éléments de la partie haute de cette fenêtre-là, on est capable de restituer une fenêtre médiévale du château de Creil disparue. Pourquoi elles ont disparu? Eh bien, elles ont été transformées en fenêtres beaucoup plus tard, au XVIIe, XVIIIe siècle, mais dans des fenêtres nouvelles, plus grandes, rectangulaires, beaucoup plus simples, efficaces, mais moins jolies. Comprendre les fenêtres, c'était une chose, mais nous avons eu aussi la chance de pouvoir redécouvrir une tourelle d'escalier, ce qu'on appelle une tourelle d'escalier en vis, c'est-à-dire un escalier qui tourne sur lui-même.
Et nous avons eu la chance de pouvoir à la fois le dégager, mais surtout l'étudier dans le détail. Et c'est un chef-d'œuvre d'architecture et de construction. Alors toujours dans cette idée que l'archéologue a accès un peu à l'envers du décor, c'est-à-dire aux parties du château qui ne sont pas accessibles d'habitude, on a eu de la chance, c'est de travailler ici dans les combles, c'est-à-dire sous la charpente. Alors, ce n'est pas un espace ouvert au public, et puis c'est même un espace un petit peu pénible, un petit peu compliqué, pas très lumineux, mais en réalité, c'est un espace très intéressant parce qu'il n'a jamais été restauré, ravalé, et du coup, il a des traces authentiques, des traces de l'origine de la construction. Et ça, pour l'archéologue, ça en fait un lieu particulièrement important. Mais je vous mets en garde tout de suite sur un élément. Il faut bien comprendre qu'on ne devrait pas marcher sur le plancher sur lequel on marche aujourd'hui. Normalement, on est censé marcher 3 mètres plus bas. En fait, à l'étage du château, il y avait une grande salle de 7 à 8 mètres de haut, même 13 mètres au sommet de la charpente. Et cette salle, elle a été divisée en deux au 19e siècle, ce qui fait que nous, on marche sur un étage rajouté, si vous voulez. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que si vous constatez, par exemple, ce que j'ai derrière moi, ici, ce que j'ai, c'est le sommet d'une porte. En fait, ce que vous voyez là, c'est l'arcade au sommet d'une porte. En fait, la porte, elle est en dessous. Et comme elle fait 3,50 m de haut, parce que c'était une porte monumentale pour le roi de France, eh bien, avec le plancher intermédiaire qui a été installé, la seule chose qu'on en devine quand on est à cet étage, c'est le sommet. Et si je ne vous la montre pas en dessous, c'est parce qu'en dessous, comme il y a des bureaux qui ont été installés, ben on ne la voit plus. Ça a été retravaillé, ça a été transformé en placard d'ailleurs, et donc on ne la voit plus. Donc, c'est en étant à cet étage que je devine la porte. Et si je regarde un petit peu autour de moi, on peut également deviner ici une ancienne fenêtre. Vous avez le sommet d'une grande fenêtre que vous voyez là, et cette grande fenêtre, elle est bouchée, elle est murée. Et c'est une chance pour nous parce que, contrairement à sa voisine qui, elle, a été modifiée, celle-ci, elle a simplement été bouchée, mais du coup, l'arc et l'esthétique globale, et ainsi que les traces de construction de la fenêtre, sont préservées. Et si demain on voulait restaurer le site et qu'on voulait la rouvrir, on n'aurait que à retirer le bouchon, c'est-à-dire que le centre. Tous les côtés sont fonctionnels et sont impeccables. Un autre élément très intéressant à cet étage, c'est le vestige des anciennes cheminées. Donc attention, hein, c'est comme pour la porte. Le manteau des cheminées et l'enfeu, c'est-à-dire la partie où il y a les flammes et où il y a le bois, était à l'étage d'en dessous. Ce qui n'était pas un étage d'ailleurs à l'époque. Nous, ce qu'on voit, c'est donc la partie haute. Ce que vous devinez, c'est 2 anciens conduits de cheminée qui ont été cassés, mais qui datent du Moyen-Âge. Ils ont été dénaturés, transformés, mais ils datent du Moyen-Âge. Ils ont été très bien construits, et en fait, vous apercevez une partie centrale qui semble très abîmée, très cassée, qui vient jusqu'ici d'ailleurs. C'est toute cette partie qui présente toutes ces traces. Ici au milieu, elle a été un petit peu réparée, je passe, mais ici on le retrouve, c'est une partie cassée. Et bien en fait, ça portait une tribune, une grosse tribune, c'est-à-dire une mezzanine si vous voulez, sur laquelle se tenaient les musiciens. Donc il faut imaginer, en bas, les cheminées, le roi de France entre par la porte qui donne sur ses appartements. Il s'installe sous la tribune, dos à la cheminée. Toute la salle dans laquelle se tiennent les invités du banquet sont face à lui, et au-dessus de lui, il a une mezzanine avec une tribune de musiciens qui jouent pour tout le monde. C'était une salle monumentale, c'était un élément exceptionnel du lieu, et ça, franchement, ça ne se comprend que quand on a la chance de pouvoir venir ici, c'est ce qu'on essaye de vous montrer aujourd'hui. Mon dernier point à cet étage de comble aujourd'hui, et qui était donc sous les charpentes du Moyen-Âge, ben justement la question de la charpente. En fait, on peut la déduire, la charpente, à défaut de la voir, parce qu'elle a été modifiée, transformée. Mais on peut la déduire parce que si vous observez attentivement, vous verrez qu'on devine une belle corniche moulurée. La corniche moulurée que vous voyez là, elle portait l'ancienne charpente. Et d'ailleurs, au-dessus, vous apercevrez le départ circulaire de l'ancienne charpente lambrissée. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y avait presque 2 charpentes au château de Creil. Il y avait la charpente qui portait la couverture, les tuiles, et en dessous, il y avait à l'intérieur, visible uniquement depuis la salle, une charpente circulaire, une charpente lambrissée, comme au château de Pierrefonds, et qui en fait permettait de décorer la salle et qui était probablement peinte. Et ce sont les vestiges que je viens de vous montrer. Donc en fait, on peut déduire tout un tas de choses. Je ne vous cache pas qu'au château de Creil, il y a beaucoup plus à dire que ce que je viens de vous dire là en quelques minutes. Donc on vous invite à venir voir ici ce qui s'y passe, parce que les recherches qui sont en cours nous permettent de faire une relecture du site, et c'est vraiment très intéressant. Allez, à bientôt.